Regardez ça. Là, on a le symbole du recyclage créé en 1970 par un étudiant écolo. Et ça, le code d'identification des résines créé par l'industrie du plastique en 1988 qu'on affiche sur les produits pour vous piéger et vous faire penser que tous les plastiques étaient recyclables. Car oui, on nous a menti sur le recyclage du plastique. Les années 70 ont été un moment critique et menaçant pour cette industrie. Certains États américains, poussés par le mouvement environnementaliste, commençaient à en bannir certains usages. Alors, une coalition des pires pollueurs au monde s'est formée pour orchestrer un mensonge malicieux et nous faire acheter toujours plus de plastique, promouvoir le recyclage. Making recycling work was a way to keep their products in the marketplace. It was a way to sell plastic. Yes. Pourtant, on a retrouvé des documents internes de ces industriels qui savent qu'on ne pourra jamais déployer et réussir à recycler efficacement. If the public thinks the recycling is working, then they're not going to be as concerned about the environment. I think they knew that the infrastructure wasn't there to really have recycling amount to a whole lot. Alors dans cette vidéo, on va comprendre pourquoi le plastique est partout, dévoiler les secrets affolants de l'arnaque du recyclage et voir à quel point on est tous empoisonnés par les microplastiques. Avant de te montrer comment on s'est fait arnaquer par les industriels sur le recyclage, faut que tu comprennes pourquoi le plastique est littéralement partout. Surtout que c'est assez récent dans l'histoire. Regardez ça, c'est une fontaine à eau américaine de 1907. Sa particularité, c'est qu'on s'y sert à la louche. Et ça, c'est Tom, le premier qui va se servir. Et ensuite, John qui y va. Bon, tout se passe bien, non? Ah oui, j'ai oublié de préciser que Tom, il est lépreux. Et la salive qu'il a laissée sur la louche est très contagieuse et a sûrement contaminé John. Énorme problème. Et Dixie Cup, une nouvelle entreprise, invente alors une fontaine à eau équipée d'un distributeur de gobelets en papier jetable directement. Oui, mais Noé, les gobelets étaient en papier, mais pas en plastique. Le plastique à cette époque-là est quasiment inexistant jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Mais dans un effort de guerre industrielle massif, il fallait utiliser un matériau qui puisse être utile partout et peu cher à faire. C'est là le début de l'explosion du plastique. Rien que pendant la Seconde Guerre mondiale, la production de plastique aux États-Unis a augmenté de 300%. Le plastique a remplacé l'acier dans les voitures et les avions de guerre. Il a remplacé le papier et les emballages en verre et même les meubles en bois. C'est difficile de dire à quel point c'est révolutionnaire. Le plastique peut se mouler sous toutes les formes, facilement et rapidement. Comme dirait Léo Ferré, car le temps du plastique, c'est bien plus fantastique, tic, on y voit le printemps passer son temps à faire des fleurs en papier. Et avec l'essor de la pétrochimie, le plastique est littéralement partout. Et oui, le plastique est né avec le pétrole, parce que c'est un dérivé direct du pétrole. Et maintenant, presque tous les objets de notre quotidien contiennent du plastique. Moi, je suis trop jeune, je connais que les tables Ikea, la fast fashion et le polyester, le poly partout. Mais avant l'explosion du plastique, on avait des tables 100% en bois, 100% en métal, des vêtements 100% en laine, lin ou coton. Et on avait même la consigne. Alors j'ai découvert ça en faisant cette vidéo, mais auparavant, il y avait des bouteilles consignées en verre qu'on réutilisait quasiment jusqu'à l'infini. Je connaissais pas. Et bah c'est plus le cas. Dans les années 70, on est passé à la culture du tout jetable. La bouteille de bière qu'il fallait récupérer, laver, au prix d'une manutention coûteuse, succède aujourd'hui aux éventaires la bouteille que l'on jette, purement et simplement. Pratique pour le business. Au lieu de n'acheter qu'une bouteille qu'on peut réutiliser, on peut faire jeter la bouteille en plastique au consommateur et il revient en acheter une nouvelle. Parfait ça. Ah oui mais non. La pollution plastique commence à se voir et des États américains commencent à bannir l'utilisation des sacs en plastique. Et la première journée de la Terre, qui réunit des millions d'Américains, bat son plein à travers tous les États-Unis. Le plastique perd en popularité et c'est la panique pour les industriels pétrochimiques. Mais vous inquiétez pas, parce que derrière l'industrie du plastique, on l'a vu, c'est celle du pétrole. Et ils sont habitués à retourner et manipuler l'opinion publique. Et au lieu de combattre les hippies, ils vont faire mine d'être dans leur camp avec la technique de l'Indien qui pleure. Est-ce que vous avez vu à la fin de la publicité? C'était un message de l'association Keep America Beautiful. Sûrement une ONG environnementaliste, non? Eh bah non. Derrière ce joli nom de bisounours se cachent les plus gros pollueurs de la planète. Une coalition d'entreprises de plastique et d'énergie fossile. Cette publicité a été diffusée sur les télévisions de tous les États-Unis et a eu un impact majeur. Cette pub a réussi à détourner l'attention du public sur les gestes individuels plutôt que sur la production industrielle polluante du plastique. S'il y a trop de plastique par terre et dans nos océans, c'est de ta faute. Parce que tu jettes par terre, alors que si tu recyclais,
tout irait mieux. Et paf, ça y est, tu t'es fait avoir. Du coup, les gens ont commencé à jeter leurs déchets dans les poubelles qu'il faut recycler. Et comment tu fais pour savoir si un produit se recycle? Tu regardes le logo qu'il faut. Bah voilà, j'en ai 7 en tout pour me dire que je peux le jeter au recyclage. Mais, comme on l'a vu dans l'intro, ces signes ne veulent pas du tout dire qu'ils sont recyclables. C'est juste un moyen de repérer les différents types de plastique. Ils ont copié le logo du recyclage en un peu plus fin en rajoutant un numéro au centre. Mais seulement 2 sur 7 sont vraiment recyclables. Et même quand c'est recyclable, il y a tellement de volume à traiter qui ne seront pas forcément recyclés. Mais la supercherie a fonctionné. Les consommateurs ne savaient pas ce que signifiaient ces gros chiffres. Tout ce qu'ils voyaient, c'était ce qui ressemblait à un symbole de recyclage. Ils ont donc supposé que tous les produits en plastique portant ce symbole étaient recyclables. Acheter du plastique ne signifie plus qu'ils détruisent la planète et ils ont donc continué à consommer. Alors que les industriels connaissent la réalité, que le recyclage du plastique ne fonctionnera jamais, qu'il sera toujours trop cher, que le plastique se dégrade à chaque fois qu'il est recyclé et qu'il ne peut donc être que réutilisé que 2 ou 3 fois. Mais cela n'a pas d'importance. Si le public pense que le recyclage fonctionne, les industriels peuvent continuer à produire autant de plastique et enregistrer des profits records. Et ça a tellement fonctionné qu'ils ont continué à marteler le recyclage partout où ils pouvaient. Des centaines de publicités, toutes encourageant les gens à recycler leur plastique afin de protéger la planète. Un lobbyiste du plastique a déclaré « Ce que nous devons faire, c'est faire de la publicité pour nous en sortir. » I'm reusing this plastic jug and making it into a funnel and a tool holder. In the US, we're recycling less than 50% of our bottles and cans. Join PepsiCo in the recycling of every last bottle and can. Ces publicités ont été conçues pour donner l'impression qu'elles venaient d'écologistes, alors qu'en réalité, elles provenaient des entreprises de combustibles fossiles qui sont à l'origine de tout ce plastique. Toute cette publicité s'est accompagnée de l'introduction de plastique à usage unique, comme les pailles, les sacs à provisions, les bouteilles d'eau. Mais les pros du business qui connaissent les vrais ordres de grandeur du recyclage ne sont pas dupes. Certains recyclages ont du sens. La réutilisation de l'aluminium permet d'économiser beaucoup d'énergie, mais à peu près tout le reste est une escroquerie. Sur tous nos déchets, en moyenne, moins de 10% du plastique total est recyclé. Mais alors, où va le reste ? 88 milliards, c'est le nombre de bouteilles que seulement Coca-Cola produit à l'année. Rien qu'avec ce chiffre, on comprend mieux pourquoi 79% de nos déchets finissent dans des décharges ou dans la nature. On comprend mieux pourquoi 500 000 milliards de morceaux de plastique flottent déjà dans nos océans et que les tortues se retrouvent à manger des sacs en plastique plutôt que des méduses et se retrouvent à sniffer des pailles. Et oui, le plastique, c'est magiquement polluant. Regardez ça. Ça, c'est nos 9 limites planétaires qui symbolisent les cycles qu'on doit respecter. Le cycle de l'eau, du sol, de l'air. Et le plastique aggrave toutes ces limites. Toutes. Pas étonnant vu que le plastique prend 500 ans pour se dégrader totalement. Et vu que c'est un produit directement dérivé du pétrole, ça participe aussi au réchauffement climatique. Mais ça va encore plus loin. En 2019, lorsqu'une expédition a été faite pour aller au plus profond de l'océan, on a retrouvé du plastique. Même dans l'endroit le plus enfoncé des océans, il y a du plastique. Pas étonnant quand l'équivalent d'un camion se déverse dans l'océan toutes les minutes. Et inévitablement, ça se retrouve dans nos assiettes avec les microplastiques qui s'incrustent partout. Tout le monde est affecté par la pollution plastique et nos santé sont menacées. Tout ça parce que le fantasme du recyclage et de l'économie circulaire ne pourront jamais marcher si l'on produit encore autant. Le rapport de référence sur le milieu nous en a avertis et c'est de pire en pire. On a beau en parler de plus en plus, on recycle de moins en moins. De base, en 2019, seulement 9% de nos économies étaient circulaires. En 2023, on a baissé de 2%. Alors, comment est-ce qu'on sort vraiment de ce pétrin? Et comment, toi, à ton échelle individuelle, tu peux te démerder pour éviter de te retrouver avec du plastique dans le corps? Bon, déjà depuis tout à l'heure, je tape sur le recyclage, mais disons quand même que ça fait partie des solutions et que c'est pas mauvais en soi. Il y a des matériaux comme l'aluminium ou d'autres qui se recyclent très bien, mais pour le plastique, c'est pas le cas. Et ce qui est mauvais, c'est de le brandir comme solution à tous nos problèmes de pollution, alors que ça fera jamais l'affaire. Bon, maintenant, on a deux voies pour agir, le public et le privé. On va le voir qu'ils peuvent aussi bien se marier que les frites et le ketchup. Déjà, chaque ville a sa propre gestion des déchets, mais globalement, il faudrait continuer à élire des députés et élus locaux qui prennent en charge sérieusement ces problèmes. Parce que oui, au niveau global, c'est très compliqué de trouver un accord. Le dernier sommet contre la pollution plastique qui s'est tenu fin d'année 2024 à Busan a été un échec. Vu qu'à l'échelle mondiale ça bloque, on doit compter sur nos élus locaux, les pousser à pénaliser le tout jetable et les emballages plastiques qui tuent nos écosystèmes et notre santé. Il faut en même temps soutenir les alternatives et boîtes qui proposent des solutions plus durables via la fiscalité ou des subventions. Mais attention, parce que les lobbies sont redoutables pour justement enrayer toute tentative de législation contraignante. Par exemple, Christophe Castaner, notre ex-ministre de l'Intérieur, est devenu le responsable RSE de Shein, qui est littéralement
la pire boîte au monde au niveau de la pollution en plastique. Et il attaque sévèrement les tentatives de réguler la fast fashion, qui est un désastre sanitaire, social et écologique sans nom. La fast fashion nous a volé nos emplois pour mal rémunérer des Asiatiques, le tout en détruisant nos écosystèmes. C'est indéfendable. Donc, à nous de faire pression pour faire passer ces projets de loi et résister à ces anciens politiques prêts à défendre le diable pour un peu d'argent. Bref, en créant un contexte favorable grâce au public, on permet aux entreprises privées et aux alternatives propres d'émerger. Et on a deux mots-clés: réduction et réemploi. Le premier step, c'est réduire tous nos usages et arrêter de produire des gadgets inutiles à nos vies. Une fois qu'on a massivement réduit, on passe au réemploi. En début de vidéo, je vous parlais de la consigne que je n'ai pas connue. Et comme Zinedine en 2005, elle fait son comeback. Par exemple, le Fourgon, une boîte française, vient de lever 8 millions d'euros pour redémocratiser tout le processus des consignes. Ipli veut démocratiser l'emballage réutilisable dans l'e-commerce. Et je vous conseille de checker ce numéro de l'excellente newsletter du plongeoir de Guillaume Fourdinier qui a résumé les boîtes émergentes dans le secteur si jamais vous voulez opérer un changement personnel. En plus, je vous laisse plein de liens dans la description pour des alternatives avec d'autres matières plus durables. À travers le monde, il y a une fine couche de roche plus connue sous le nom de KPG, datée de 66 millions d'années, qui contient 1000 fois plus d'iridium que la moyenne. L'iridium est censé être très rare sur Terre, mais est très abondant dans les astéroïdes. La couche KPG est en fait une preuve géologique planétaire de l'extinction des dinosaures par les astéroïdes. Et si l'homme ne réduit pas massivement sa production de plastique, la trace qu'on risque de laisser à des aliens dans des millions d'années, c'est des couches de plastique. Like, commentaire, abonnement et un petit don pour soutenir notre travail de médias indépendants. C'était Noé pour Limite. On se retrouve bientôt, toujours en zen.